Bonsoir et bienvenue chez nous. Découvrez comment la table ronde, malgré ses failles, prouve que l'harmonie est possible même dans la tourmente. Une armée ennemie menace de détruire Camelot. Les chevaliers de la table ronde, divisés par les rivalités et les doutes, doivent mettre de côté leurs différends pour protéger l'ogre. Mais l'unité fragile suffira-t-elle face à cette menace? Plongez dans cette légende où le courage, la loyauté et le destin s'entrelacent pour écrire une nouvelle page de l'histoire de l'enfant dragon. Installez-vous confortablement et rejoignez Arthur et ses compagnons dans les plaines de l'ogre. La grande salle de Camelot était en effervescence. Les murs de pierre, ornés de bannières colorées, résonnaient des voix des chevaliers rassemblés, chacun discutant de l'avenir du royaume. Au centre, Arthur, tout juste couronné, se tenait droit, Excalibur à son côté, son regard balayé par une détermination nouvelle. Merlin se tenait un pas derrière lui, calme mais attentif, prêt à soutenir le jeune roi dans cette première grande épreuve de leadership. Arthur leva la main pour réclamer le silence, et progressivement, les voix s'éteignirent. Les chevaliers, curieux et méfiants à la fois, se tournèrent vers lui. « Chevalier de l'ogre », commença-t-il, sa voix claire et assurée, « nous avons traversé des temps troublés. Ce royaume, qui a souffert des guerres et des rivalités, commence enfin à guérir. Mais si nous voulons bâtir un ogre durable, nous devons changer la manière dont nous gouvernons. » Les murmures reprirent brièvement, certains chevaliers échangeant des regards inquiets. Arthur continua sans se laisser distraire. « Je propose de créer un symbole d'unité, un lieu où chacun d'entre nous, peu importe son titre ou sa lignée, siégera à égalité. Une table ronde, où les décisions seront prises non pour le bénéfice d'un seul, mais pour le bien du royaume tout entier. » Un silence pesant suivit ces paroles. Puis, Sir Gawain, un chevalier au regard perçant et à la voix puissante, se leva. « Une table ronde, dites-vous » demanda-t-il. « Cela signifie-t-il que nous abandonnerons nos titres et nos privilèges? Que nos voix auront le même poids que celles de simples chevaliers ?» Arthur hocha la tête. « Oui, Gawain. La force de l'ogre ne viendra pas de nos égos ou de nos privilèges, mais de notre capacité à travailler ensemble. » Les murmures reprirent, cette fois plus intenses. Certains chevaliers semblaient intrigués par l'idée, tandis que d'autres, comme Sir Cador, affichaient un scepticisme évident. « Et qu'est-ce qui nous garantit que cette égalité fonctionnera » lança Sir Cador d'un ton acéré. « Un royaume a besoin d'ordre, pas de rêves idéalistes. » Merlin s'avança, ses yeux brillant d'un éclat mystérieux. « Sir Cador, dit-il d'une voix calme mais imposante. Est-ce l'ordre ou le chaos qui a dominé l'ogre avant l'arrivée d'Arthur? Les querelles entre seigneurs et chevaliers ont détruit plus de vies que toutes les batailles réunies. Une table ronde n'est pas un rêve, mais une nécessité pour éviter que l'histoire ne se répète. » Les chevaliers se turent, réfléchissant à ces paroles. Sir Bedivere, un chevalier respecté pour sa droiture, se leva à son tour. « Mon roi, dit-il. Je crois en votre vision. Si nous voulons protéger l'ogre et servir son peuple, nous devons mettre de côté nos ambitions personnelles. Je suis prêt à siéger à cette table. » Son soutien inspira d'autres chevaliers. Sir Gawain, bien que sceptique, finit par hocher la tête. « Je n'aime pas abandonner mes privilèges, mais je ne peux nier que cette idée a du potentiel. Je suis prêt à essayer. » Malgré ses premiers soutiens, certains chevaliers restaient méfiants. L'idée d'une égalité absolue entre chevaliers de différentes origines semblait irréaliste à leurs yeux. Arthur, cependant, ne laissa pas ses doutes entamer sa résolution. « Je ne prétends pas que ce sera facile, » déclara-t-il. « Mais si nous échouons à travailler ensemble, ce royaume sombrera à nouveau dans le chaos. Je préfère essayer et échouer que ne rien faire et condamner l'ogre. » Pour renforcer l'idée, Merlin invoqua des artisans qui apportèrent une table massive, ronde et parfaitement symétrique. Sa surface était gravée de symboles représentant les vertus chevaleresques, courage, justice, loyauté et humilité.
Arthur posa Excalibur au centre de la table. Cette épée n'est pas seulement un symbole de pouvoir, dit-il. Elle représente l'unité que nous devons incarner. Que chacun d'entre vous, ici présent, réfléchisse à ce que cette table signifie et s'engage non pas envers moi, mais envers l'ogre. Ainsi, bien que des doutes subsistassent, la première pierre de la table ronde fut posée ce jour-là. Les chevaliers présents, même ceux qui restaient sceptiques, ne purent s'empêcher d'être impressionnés par la détermination d'Arthur. Alors qu'il se retirait pour la nuit, Merlin s'approcha du jeune roi. « Ce n'est que le début, Arthur. Les idéaux ne suffisent pas, ils doivent être soutenus par des actions. Êtes-vous prêt à affronter les défis à venir ?» Arthur, les yeux fixés sur la table, répondit calmement. « Je le suis, Merlin. Peu importe la difficulté, l'ogre mérite qu'on essaie. » Et ainsi, dans la grande salle de Camelot, sous la lumière vacillante des torches, une vision audacieuse pour l'ogre commença à prendre vie. La table ronde n'était encore qu'une idée, mais elle portait déjà en elle la promesse d'un royaume plus juste et plus uni. Le soleil levant illuminait les collines ondoyantes alors qu'Arthur et Merlin chevauchaient côte à côte, leurs capes flottant derrière eux. La mission était claire, trouver les chevaliers les plus dignes pour siéger à la table, des hommes guidés non par l'ambition personnelle, mais par la justice et la loyauté. Il ne suffit pas de rassembler des épées, déclara Merlin d'un ton grave. La table ronde ne sera forte que si ceux qui y siègent partagent une vision commune. Mais souviens-toi, Arthur, même les plus nobles ont leurs failles. Arthur hocha la tête, sentant déjà le poids de cette tâche. Le premier arrêt du voyage conduisit Arthur et Merlin dans une vallée verdoyante, où un chevalier solitaire s'entraînait près d'une rivière. Son armure brillait sous le soleil, et ses mouvements étaient d'une précision redoutable. « Voilà un homme qui connaît son art, » murmura Arthur. Lancelot du Lac, comme il se présenta, était aussi courtois que puissant. En discutant avec lui, Arthur découvrit un chevalier dévoué à un code d'honneur rigoureux. « Mon roi, » dit Lancelot en s'agenouillant. « Si vous bâtissez un royaume sur la justice et l'égalité, je jure de vous servir. » Arthur accepta avec gratitude, mais Merlin, observant silencieusement, semblait pensif. Le voyage les conduisit ensuite à un village reculé, où les habitants parlaient d'un jeune homme qui avait défendu leur communauté contre une bande de brigands. Lorsqu'Arthur et Merlin rencontrèrent Perceval, il était humblement vêtu, tenant une épée presque rouillée. « Vous voulez de moi un chevalier ?» demanda-t-il, incrédule. Arthur sourit. « Ce n'est pas ton apparence ou ton expérience qui compte, mais ton cœur. Tu as risqué ta vie pour protéger ces gens. Cela fait de toi un chevalier digne de la table ronde. » Perceval, bien que touché par l'honneur, exprima ses doutes. « Je ne suis pas comme Lancelot ou les autres grands chevaliers. Je ne suis qu'un homme ordinaire. » Merlin répondit avec sagesse, « C'est précisément ce qui fait ta force, Perceval. La table ronde a besoin de ceux qui comprennent le peuple. » Leur dernière halte fut dans le domaine de Gauvin, un chevalier célèbre pour son courage, mais aussi pour son caractère impulsif. Gauvin était en train de s'entraîner lorsqu'ils arrivèrent, et il les accueillit avec un mélange de défi et de curiosité. « Alors, c'est vous, ce roi élu par une épée ?» lança-t-il, un sourire en coin. Arthur, sans se laisser démonter, répondit calmement, « Et c'est vous, ce chevalier réputé pour son honneur et sa force. Je viens vous inviter à rejoindre une cause plus grande que nous tous. » Gauvin, intrigué par l'audace d'Arthur, accepta de se joindre à lui, mais pas sans avertissement. « Sachez que je ne suis pas homme à courber l'échine, même devant un roi. Si je rejoins cette table ronde, ce sera pour servir l'ogre, pas pour obéir aveuglément. » Arthur respecta son honnêteté, bien que Merlin l'observât avec une certaine appréhension. De retour à Camelot, les trois nouveaux chevaliers furent introduits à la table ronde. Cependant, les différences entre eux devinrent rapidement apparentes. Lancelot, perfectionniste et exigeant,
trouvait difficile de supporter le manque d'expérience de Perceval. Un chevalier doit maîtriser son arme avant d'espérer siéger à une telle table, dit-il avec froideur. Gauvin, quant à lui, prenait un malin plaisir à défier Lancelot, se moquant de son sérieux excessif. Peut-être que la table ronde a besoin d'un peu moins de perfection et d'un peu plus de réalité, rétorqua-t-il. Perceval, bien qu'humilié par les critiques, essaya de garder son calme. Mais les tensions entre ses deux compagnons commençaient à affecter l'ensemble du groupe. Un soir, voyant les tensions s'intensifier, Arthur convoqua les chevaliers dans la grande salle. « Mes amis, dit-il, la table ronde n'est pas un lieu de rivalité. Si nous ne pouvons pas travailler ensemble, nous échouerons à protéger l'ogre. Je vous demande de mettre vos différends de côté. Nous sommes ici pour servir un idéal plus grand que nous-mêmes. » Les chevaliers, bien que réticents, acceptèrent de faire un effort. Lancelot s'engagea à guider Perceval avec plus de patience, et Gauvin, bien qu'encore méfiant, promit de respecter les règles de la table. Après le départ des chevaliers, Merlin s'approcha d'Arthur. « Tu as rassemblé des hommes de grand talent, mais souviens-toi, même les meilleurs portent en eux des failles. Lancelot est trop parfait pour accepter l'imperfection, Gauvin est trop fier pour céder, et Perceval doute encore de lui-même. Leur unité ne viendra pas facilement. » Arthur, bien que conscient des défis à venir, répondit avec confiance. « Ce ne sont pas leurs différences qui les sépareront, Merlin. C'est leur volonté de servir l'ogre qui les unira. » Ainsi, les premiers chevaliers de la table ronde furent choisis. Bien que leur début soit marqué par des tensions, une lueur d'espoir brillait dans les murs de Camelot. Sous la guidance d'Arthur, ils commenceraient à écrire les premières pages d'une légende qui allait marquer l'histoire de l'ogre pour les générations à venir. Les murs de Camelot baignaient dans la lumière dorée de l'aube lorsqu'Arthur annonça son intention de soumettre les nouveaux chevaliers à des épreuves. Un véritable chevalier de la table ronde doit prouver qu'il ne possède pas seulement la force d'un guerrier, mais aussi le cœur d'un serviteur du royaume, déclara-t-il devant ses chevaliers réunis. Merlin, à ses côtés, ajouta avec gravité, « Ces épreuves ne sont pas destinées à tester vos armes, mais votre esprit et votre âme. » Perceval, le plus jeune et le moins expérimenté des nouveaux chevaliers, se tenait à l'arrière de l'assemblée, tentant de dissimuler son anxiété. Comparé à Lancelot ou Gauvin, il se sentait insignifiant, et pourtant, il savait qu'il devait prouver sa valeur. Arthur assigna une mission à chaque chevalier. Lancelot partirait régler un différend entre deux seigneurs voisins. Gauvin aurait la tâche de protéger une caravane marchande. Quant à Perceval, Arthur lui confia une mission qui semblait, à première vue, simple, enquêter sur des pillages signalés dans un village reculé. « Ne sous-estime pas cette tâche, Perceval, » lui dit Arthur. Parfois, les épreuves les plus simples sont les plus révélatrices. Perceval quitta Camelot seul, chevauchant à travers des forêts ombragées et des plaines désolées. En chemin, ses pensées étaient tourmentées par le doute. Comment puis-je réussir là où des chevaliers plus grands et plus expérimentés échoueraient, se demanda-t-il à voix haute. Merlin, apparaissant comme par magie sur un chemin adjacent, répondit d'un ton énigmatique, « Tu es plus fort que tu ne le crois, Perceval. Ce n'est pas la force de ton bras qui sera testée, mais celle de ton cœur. » Avant que Perceval ne puisse répondre, Merlin disparut, le laissant seul avec ses pensées. Le village que Perceval trouva était en ruine. Les maisons avaient été incendiées, et les champs autrefois fertiles étaient ravagés. Les habitants, effrayés et affamés, se cachaient dans les décombres, méfiants envers tout étranger. Perceval descendit de son cheval, posant son épée à terre en signe de paix. « Je suis Perceval, chevalier de Camelot. Je suis venu vous aider, » annonça-t-il. Un vieillard, appuyé sur un bâton, s'approcha avec prudence. « Aidez-nous ? Comment un seul homme peut-il nous protéger des monstres qui ont détruit nos vies ? » Perceval, bien que touché par le désespoir de l'homme, répondit avec détermination, « Peut-être suis-je seul,
mais je ne partirai pas tant que vous ne serez pas en sécurité. » Alors qu'il questionnait les villageois, un cri d'alarme retentit. Les pillards revenaient, une bande de brigands armés de lances et d'épées, leurs visages marqués par la cruauté. Perceval, malgré son inexpérience, se plaça entre les villageois et les assaillants. « Si vous voulez les atteindre, vous devrez d'abord me passer sur le corps, » lança-t-il, brandissant son épée rouillée. Les pillards éclatèrent de rire, moquant le jeune chevalier. Mais Perceval, puisant dans un courage qu'il ignorait posséder, se battit avec une férocité inattendue. Bien qu'il fût en infériorité numérique, il utilisa le terrain à son avantage, guidant les attaquants vers des pièges improvisés. Alors que les brigands étaient sur le point de fuir, Perceval remarqua qu'un d'entre eux, un jeune homme à peine plus âgé que lui, restait à terre, blessé. Plutôt que de l'achever, Perceval abaissa son épée. « Pourquoi m'épargnes-tu » demanda le jeune pillard, surpris. Perceval répondit, « Parce que je crois que chacun mérite une chance de changer. » « Pars, mais souviens-toi que tu as été épargné aujourd'hui. Fais-en bon usage. » Les villageois, témoins de cet acte, furent à la fois étonnés et émus. Après la défaite des pillards, Perceval aida les villageois à reconstruire leurs maisons et leurs champs. Il travailla à leur côté, refusant les honneurs qu'ils voulaient lui accorder. « Vous êtes un véritable chevalier, » déclara le vieillard. « Pas parce que vous avez combattu, mais parce que vous nous avez montré que l'espoir existe encore. » Perceval, pour la première fois, sentit qu'il avait accompli quelque chose de véritablement noble. De retour à Camelot, Perceval fut accueilli par Arthur et les autres chevaliers. Lancelot, bien que sceptique au départ, s'inclina devant lui. « Ce que tu as accompli, Perceval, dépasse la simple force. Tu as prouvé que le cœur d'un chevalier est sa plus grande arme. » Arthur posa une main sur l'épaule de son allié. « Aujourd'hui, tu as prouvé que tu mérites pleinement ta place à la table ronde. » Merlin, observant de loin, sourit. « Nous n'avons pas besoin d'hommes parfaits, mais d'hommes capables de grandir. » Et Perceval, aujourd'hui, a fait un pas vers cette grandeur. Ainsi, à travers son courage et sa compassion, Perceval gagna le respect de ses pairs et devint un modèle pour ce que signifiait réellement être un chevalier de la table ronde. Dans les mois qui suivirent la création de la table ronde, un nom commença à se distinguer parmi les chevaliers, Lancelot du Lac. Guerrier incomparable, stratège brillant et d'une courtoisie légendaire, il semblait incarner toutes les qualités que l'on attendait d'un chevalier. Lors des tournois, Lancelot triomphait sans effort, ses exploits attisant l'admiration des chevaliers et des villageois. Son charisme naturel en faisait un chef respecté, et son élégance dans les batailles le désignait comme un modèle à suivre. Pourtant, derrière cette façade parfaite, des tensions commençaient à émerger. Gauvin, fier et impulsif, observait avec frustration l'attention dont Lancelot faisait l'objet. Lui-même un chevalier redoutable, il se sentait éclipsé par la perfection de son compagnon d'armes. « Tout Camelot ne parle que de Lancelot, » murmura-t-il à Perceval un soir, tandis qu'il s'entraînait. Mais être un chevalier ne se résume pas à des victoires spectaculaires. Nous avons tous nos forces, et pourtant, c'est comme si seul Lancelot comptait. Perceval, toujours modéré, tenta de calmer son aîné. Lancelot est exceptionnel, c'est vrai, mais cela ne diminue pas ta valeur, Gauvin. Mais les paroles de Perceval tombèrent dans l'oreille d'un homme trop fier pour les entendre. Un jour, un tournoi fut organisé à Camelot pour célébrer la paix croissante dans le royaume. Les chevaliers s'affrontèrent en joute, et comme beaucoup s'y attendaient, Lancelot domina la compétition. Il défie même Gauvin en finale, un combat épique qui mit à rude épreuve l'ego du chevalier impulsif. Alors que Lancelot tendait une main à Gauvin pour l'aider à se relever, celui-ci l'ignora et se releva seul, son regard brûlant de colère. Arthur, observant la scène, se tourna vers Merlin. Gauvin est un grand chevalier, mais son orgueil pourrait devenir un problème. Merlin hocha lentement la tête.
ce n'est pas l'orgueil seul qui est dangereux, Arthur, mais l'ombre que jette la perfection. Lancelot, malgré ses qualités, n'est pas sans défaut. Souviens-toi, même les étoiles les plus brillantes peuvent aveugler. Au fil des jours, la rivalité entre Lancelot et Gawain devint de plus en plus évidente. Lors des missions, Gawain trouvait constamment des raisons de contester les décisions de Lancelot. Un soir, lors d'un banquet, Gawain laissa éclater sa frustration. Peut-être que Lancelot devrait être roi à ta place, Arthur, lança-t-il, son ton mi-sarcastique, mi-envieux. La salle se figea. Lancelot, bien que surpris, répondit calmement. Je ne cherche pas la couronne, Gawain. Je ne suis qu'un chevalier au service de l'ogre, comme toi. Arthur intervint, mettant fin à la discussion, mais l'incident marqua une rupture claire dans leur fraternité. Plus tard, Merlin retrouva Arthur seul dans la salle de la table ronde, plongé dans ses pensées. Les tensions entre les deux hommes deviennent impossibles à ignorer, dit Arthur, soupirant. Merlin, posant une main sur son épaule, répondit, ce n'est pas une question de force ou de compétence, Arthur. C'est une question d'harmonie. Lancelot est trop parfait aux yeux des autres. Cette perfection, bien qu'admirable, peut susciter jalousie et ressentiment. Tu dois trouver un moyen de rappeler à tous que la table ronde est fondée sur l'unité, pas sur la compétition. Arthur acquiesça, mais il savait que cette tâche serait ardue. Pour calmer les esprits, Arthur décida d'envoyer Lancelot et Gawain en mission commune. Un village situé à la frontière du royaume avait besoin d'aide pour repousser une bande de maraudeurs. Cette mission est une opportunité pour vous deux de travailler ensemble, leur dit Arthur. Vous êtes tous deux des chevaliers d'exception. Montrez au royaume ce que la coopération peut accomplir. Bien que réticents, Lancelot et Gawain acceptèrent. Durant la mission, les tensions restèrent palpables. Gawain, toujours impulsif, voulait attaquer les maraudeurs de front, tandis que Lancelot préconisait une approche stratégique. Si nous les prenons par surprise, nous minimiserons les pertes, argumenta Lancelot. Ou peut-être que nous devrions simplement montrer notre force, répliqua Gawain. Parfois, un chevalier doit agir, pas réfléchir. Malgré leurs différends, ils finirent par unir leurs forces, utilisant une combinaison de stratégie et de bravoure pour repousser les maraudeurs. Après la victoire, alors qu'ils se reposaient près du feu de camp, Gawain observa Lancelot en silence. « Tu es un chevalier remarquable, Lancelot, dit-il finalement, brisant la tension. Mais parfois, tu me fais sentir insuffisant. » Lancelot, surpris par cette confession, répondit avec sincérité. « Gawain, je ne cherche pas à te surpasser. Nous avons tous nos forces. Moi, je respecte ton courage et ta détermination. Je n'ai pas ta fougue, et je l'envie parfois. » Ce moment d'honnêteté marqua le début d'une compréhension mutuelle, bien que la rivalité ne disparût jamais complètement. De retour à Camelot, Arthur observa avec satisfaction une amélioration dans les relations entre Lancelot et Gawain. Mais il savait que la perfection apparente de Lancelot resterait une source de tension à la table ronde. « Rappelle-toi, Arthur, murmura Merlin, la lumière de Lancelot est brillante, mais elle n'éclipse pas les autres. Chaque chevalier de cette table doit trouver sa propre lumière. C'est à toi de les guider. » Ainsi, au milieu des rivalités et des jalousies, Arthur apprit que diriger une table ronde signifiait non seulement rassembler des talents, mais aussi harmoniser des âmes. La légende de Lancelot, bien que glorieuse, était aussi un rappel des défis que représentait l'unité. La salle de la table ronde résonnait des murmures des chevaliers. Merlin se tenait au centre, tenant un vieux parchemin jauni, ses yeux brillant d'un éclat mystérieux. « Mes amis, commença-t-il, il existe un artefact ancien, un calice sacré, autrefois béni par des forces supérieures. Ce calice, symbole de pureté et de foi, a le pouvoir d'unir les cœurs et de protéger le royaume. Mais il est perdu depuis des siècles,
dissimulé dans une forteresse abandonnée au cœur de terre lointaine. Arthur, se levant de son siège, déclara, « Chevalier de la table ronde, cette quête sera un test de notre courage et de notre unité. Je vous confie cette mission pour prouver que la table ronde est plus qu'un symbole, mais une véritable force pour l'ogre. » Les chevaliers acquiescèrent, mais derrière leur regard déterminé, des tensions couvaient déjà. Arthur désigna Lancelot et Gauvin comme les leaders de l'expédition, espérant que cette mission pourrait les rapprocher. Perceval et quelques autres chevaliers furent également sélectionnés pour les accompagner. Lancelot, toujours calculateur et méthodique, se concentra sur la préparation. Nous devons étudier chaque détail, planifier chaque étape. Ce n'est pas une mission à prendre à la légère. Gauvin, cependant, roula des yeux. Planifier ne sert à rien si nous perdons notre temps. Agir vite et frapper fort, voilà ce qui compte. Ces premières divergences donnèrent le ton de leur collaboration. Le groupe partit à l'aube, traversant des forêts denses et des montagnes escarpées. Les premières étapes du voyage se déroulèrent sans incident, mais les tensions entre Lancelot et Gauvin ne cessèrent de croître. Lorsqu'un passage escarpé leur barra la route, Lancelot proposa de contourner l'obstacle. « Nous ne pouvons pas risquer nos vies inutilement, dit-il. Gauvin riposta, « Et perdre des jours ? Si tu as peur, reste en arrière. Moi, je traverse. » Perceval, toujours conciliant, tenta de calmer les esprits. « Peut-être pourrions-nous trouver un compromis ?» Mais ces paroles furent noyées dans les disputes. Après des jours de voyage, les chevaliers atteignirent la forteresse décrite dans le parchemin de Merlin. Le lieu, abandonné depuis des siècles, était plongé dans une atmosphère oppressante. Ses murs de pierre noircie semblaient murmurer des avertissements. À l'intérieur, le groupe fut confronté à une série de pièges, des flèches jaillissant des murs, des sols s'effondrant sous leurs pieds, et des énigmes complexes gravées sur les murs. Lancelot, grâce à sa réflexion rapide, réussit à désamorcer plusieurs pièges. Mais Gauvin, impatient, préféra foncer, déclenchant un piège qui faillit coûter la vie à Perceval. « Ta précipitation nous aurait tous tués, » gronda Lancelot. « Et ta lenteur nous aurait laissé pourrir ici, » rétorqua Gauvin. Leur querelle éclata en une dispute bruyante, obligeant Perceval à intervenir. « Cela suffit. Nous sommes ici pour récupérer le calice, pas pour régler vos comptes personnels. » Après avoir surmonté les épreuves, le groupe atteignit une salle ornée de fresques anciennes, où trônait le calice sacré sur un piédestal de pierre. Sa surface dorée semblait briller d'une lumière intérieure, et une aura de sérénité emplissait la pièce. Mais alors que Lancelot s'approchait pour le prendre, Gauvin l'arrêta. « Pourquoi toi ?» demanda-t-il. « Nous avons tous contribué à cette quête. Pourquoi serais-tu celui qui porte le calice ?» Lancelot répondit avec calme, « Ce n'est pas une question de gloire, Gauvin. Je le porte parce que je suis le plus expérimenté pour le protéger. » Gauvin, bouillonnant de colère, fit un pas en avant, mais Perceval s'interposa. « Le calice n'appartient à aucun de nous. Il appartient à l'ogre. Et si nous ne travaillons pas ensemble, nous risquons de perdre tout ce que nous avons accompli. » Sur le chemin du retour, les tensions s'apaisèrent peu à peu. Gauvin, bien qu'encore frustré, commença à voir Lancelot sous un jour différent. De son côté, Lancelot reconnut l'importance de la fougue et de la détermination de Gauvin. Lorsqu'ils arrivèrent à Camelot, Arthur accueillit le groupe avec fierté. Le calice fut placé au centre de la table ronde, comme un symbole de la foi et de la fraternité. Arthur, observant ses chevaliers, déclara, « Cette quête n'était pas seulement une épreuve pour récupérer une relique. Elle était un rappel que la force de la table ronde ne vient pas de nos différences, mais de notre capacité à les surmonter. » Plus tard, Merlin retrouva Arthur dans la salle silencieuse. « Ils ont beaucoup appris, » dit le mage, « mais il reste encore du chemin à parcourir. » Arthur hocha la tête. «
Cette quête a révélé leurs failles, mais elle a aussi montré leur potentiel. La table ronde est encore fragile, mais je crois en eux. Merlin, souriant légèrement, répondit, et c'est là la véritable force d'un roi, voir non seulement ce que les hommes sont, mais ce qu'ils peuvent devenir. Ainsi, bien que marquée par des tensions, la quête du calice sacré renforça les liens entre les chevaliers et rappela à tous que l'unité devait toujours être cultivée, même au prix de leurs propres orgueils. La grande salle de la table ronde, ornée de bannières aux couleurs des royaumes unifiés, brillait d'une lumière chaude et dorée. Les chevaliers, vêtus de leurs plus belles armures, s'étaient rassemblés en silence autour de la table massive. Au centre, le calice sacré, récemment récupéré, trônait comme un symbole éclatant d'unité et de foi. Arthur, vêtu d'une tunique royale simple mais élégante, se tenait debout à une extrémité de la salle, Excalibur à son côté. Merlin, toujours énigmatique, observait dans l'ombre, ses yeux perçants évaluant chaque visage. Arthur leva une main pour réclamer le silence. « Chevalier de la table ronde », commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle. « Aujourd'hui, nous nous rassemblons non pas en tant que seigneurs ou guerriers, mais en tant que frères. Cette table est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous mettons nos différences de côté pour servir une cause plus grande. » Il désigna le calice. « Ce calice, que vous avez récupéré ensemble, est la preuve que notre force réside dans notre unité. Mais cette unité ne viendra pas sans effort. Elle exige un serment, un engagement de chacun d'entre nous à protéger l'ogre, non pour notre gloire personnelle, mais pour le bien du royaume. » Un à un, les chevaliers avancèrent pour poser leurs mains sur le calice et prononcer leur serment. Lancelot fut le premier. Il s'agenouilla devant la table, sa voix claire et assurée. « Moi, Lancelot du Lac, je jure de défendre le royaume de l'ogre avec honneur et loyauté, et de servir la table ronde avec humilité. » Perceval suivit, hésitant mais sincère. « Moi, Perceval, je promets de protéger les innocents et de rester fidèle à mes compagnons, quels que soient les défis à venir. » Puis vint le tour de Gauvin. Il posa sa main sur le calice avec un mélange de fierté et de gravité. « Moi, Gauvin, je jure de combattre pour la justice et de respecter les principes de cette table, même lorsque cela mettra mon orgueil à l'épreuve. » Chaque chevalier, de sœur Bédiver à sœur Cador, prêta un serment similaire. Lorsque tous les chevaliers eurent prononcé leur serment, Arthur se leva, tenant Excalibur à deux mains. « En tant que roi, je ne suis pas au-dessus de vous. Je suis votre égal à cette table. Je jure de gouverner avec justice et de défendre chaque homme, femme et enfant de ce royaume, tout comme vous l'avez juré aujourd'hui. Ensemble, nous sommes la lumière qui guidera l'ogre vers un avenir meilleur. » Les chevaliers applaudirent, frappant leurs épées contre leurs boucliers en signe d'approbation. Mais malgré cette démonstration de fraternité, des tensions invisibles subsistaient. Gauvin, bien qu'ému par la cérémonie, ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'envie en voyant Lancelot, toujours aussi parfait dans son rôle de chevalier exemplaire. Sœur Cador, quant à lui, observait la scène avec scepticisme. « Ces mots sont beaux, pensa-t-il, mais combien parmi nous les respecteront lorsque le vent tournera ?» Dans un coin de la salle, Mordred, récemment arrivé à la cour, souriait discrètement. Ses yeux perçants semblaient percevoir les fissures dans cette unité naissante. Plus tard dans la soirée, alors que les chevaliers célébraient, Merlin retrouva Arthur dans une alcôve tranquille. « Tu as posé une pierre importante aujourd'hui, » dit Merlin, sa voix empreinte de fierté. « Mais souviens-toi, Arthur, un serment n'est qu'un début. La véritable épreuve viendra lorsque ces hommes devront choisir entre leur propre intérêt et celui du royaume. » Arthur, contemplant la salle animée, répondit, « Je sais. Mais aujourd'hui, ils ont montré qu'ils sont prêts à essayer. Et parfois, essayer est tout ce dont nous avons besoin pour commencer. » Dans la salle principale, les chevaliers portaient des toasts, riaient et partageaient des récits de leurs exploits. Lancelot et Gauvin, pour la première fois depuis longtemps,
échangèrent des paroles cordiales. Peut-être que nous ne sommes pas si différents, après tout, admit Gauvin, levant son gobelet. Lancelot sourit. Tant que nous nous battons pour le même objectif, je crois que nous pouvons accomplir de grandes choses. Ainsi, la table ronde semblait unie pour la première fois. Mais sous cette harmonie apparente, les failles humaines demeuraient. Les jalousies, les ambitions et les doutes ne disparaîtraient pas si facilement. Arthur, cependant, croyait fermement que la force de la table ronde résidait non dans la perfection, mais dans la volonté de ses chevaliers de surmonter leurs faiblesses ensemble. Dans les jours à venir, ce serment serait mis à l'épreuve, et la fraternité naissante de la table ronde serait confrontée à des défis qui révéleraient les vraies forces et les véritables failles de ses membres. La salle de la table ronde, habituellement animée par les discussions des chevaliers, semblait aujourd'hui empreinte d'une tension sourde. Depuis des semaines, Lancelot, habituellement si présent et impliqué, s'éloignait. Ses absences répétées et son regard souvent perdu dans ses pensées n'étaient pas passés inaperçus. Arthur, bien que préoccupé, avait choisi de ne pas confronter directement son chevalier le plus fidèle. Merlin, quant à lui, observait cette situation avec une sagesse prudente. Même les plus nobles d'entre nous portent des fardeaux qu'ils préfèrent garder cachés, avait-il murmuré à Arthur. Mais un homme ne partageait pas cette patience, Gauvin. Les rumeurs couraient dans les couloirs de Camelot. On murmurait que Lancelot était vu près des jardins royaux à des heures tardives, ou qu'il partait en chevauchée sans prévenir. Gauvin, méfiant par nature et toujours en proie à une rivalité tacite avec Lancelot, décida de surveiller son compagnon. Un soir, alors que la lune éclairait les murs de Camelot d'une lumière pâle, Gauvin suivit Lancelot jusqu'à un recoin isolé des jardins du château. Là, dissimulé derrière un arbre, il aperçut Lancelot parlant doucement avec Guenièvre, la reine. Le ton de leur conversation était bas, mais l'émotion qui transparaissait dans leur voix était claire. « Je ne peux pas continuer ainsi, Guenièvre, » murmura Lancelot. « Chaque fois que je vous vois, mon devoir et mon cœur s'affrontent. » Guenièvre détourna le regard, ses yeux brillants de larmes. « Lancelot, nous ne pouvons pas. Nous ne devons pas. Mais sachez que mon cœur souffre autant que le vôtre. » Gauvin, bien qu'ayant entendu ces mots, préféra se retirer discrètement. Mais son esprit était en ébullition. Lancelot, trahirait-il son roi, pensa-t-il. Le lendemain, Gauvin s'isola avec Perceval, qu'il considérait comme un confident. Lancelot cache quelque chose, confia-t-il. Je l'ai vu avec la reine. Leur proximité dépasse celle d'un chevalier et d'une souveraine. Perceval, choqué mais prudent, répondit, ce que tu as vu ne prouve rien, Gauvin. Accuser Lancelot sans preuve solide pourrait briser la table ronde. Réfléchis bien avant d'agir. Pendant ce temps, Lancelot était lui-même rongé par ses sentiments. Bien qu'il n'ait jamais franchi la ligne de la trahison, il savait que son amour pour Guenièvre allait à l'encontre de tout ce qu'il représentait. Une nuit, il se confia à Merlin, qui semblait l'attendre près d'un feu de camp solitaire à l'extérieur des murs. « Vous saviez, n'est-ce pas ?» demanda Lancelot, ses épaules affaissées par le poids de sa culpabilité. Merlin hocha la tête, son regard empreint de compassion. « J'ai vu les signes, Lancelot. Mais je ne peux pas porter ce fardeau à ta place. Ce que tu fais maintenant déterminera non seulement ton avenir, mais aussi celui de l'ogre. » Lancelot ferma les yeux, inspirant profondément. « Je dois m'éloigner, Merlin. Si je reste ici, je crains de devenir une menace pour la table ronde et pour le roi. » Gauvin, ne pouvant contenir ses soupçons plus longtemps, décida d'affronter Lancelot directement. « Tu es différent, Lancelot, » lança-t-il en croisant son compagnon dans une cour déserte. « Tu évites le roi, tu disparais sans prévenir. Que caches-tu » Lancelot, bien que surpris par le ton accusateur, resta calme. « Ce n'est pas à toi de juger, Gauvin. Chaque homme a ses combats intérieurs. » Mais Gauvin, fidèle à sa fougue, insista.
Si ces combats mettent en danger la table ronde, alors ils concernent chacun d'entre nous. Que se passe-t-il entre toi et la reine? Lancelot, pris au dépourvu, serra les poings. Rien qui ne trahisse mon serment, Gauvin. Mais sache ceci, je n'ai pas à justifier mes actions devant toi. Leur échange faillit dégénérer en duel, mais Perceval intervint juste à temps, les séparant. Malgré les efforts pour cacher ces tensions, Arthur ne tarda pas à remarquer l'atmosphère pesante à la table ronde. Les échanges étaient moins chaleureux, et une méfiance latente semblait s'installer entre certains chevaliers. Une nuit, il convoqua Merlin. « Je sens que quelque chose ne va pas, Merlin. Mes chevaliers sont distraits, et leur fraternité vacille. Que dois-je faire ?» Merlin, après un long silence, répondit, « Ce n'est pas encore le moment d'intervenir, Arthur. Les hommes, même les plus grands, doivent parfois affronter leurs propres démons avant que l'unité puisse être restaurée. » Dans l'ombre, Mordred, qui avait observé les interactions entre les chevaliers, souriait. Il voyait dans ces tensions une opportunité de semer le chaos. « Même les plus nobles ne sont pas à l'abri des passions humaines, murmura-t-il à lui-même. Et lorsqu'ils tomberont, ce royaume suivra. » Ainsi, tandis que Lancelot luttait contre ses sentiments, Gauvin restait sur ses gardes, et Arthur tentait de préserver l'unité de la table ronde, les fondations de Camelot commençaient à trembler. Le serment de fraternité des chevaliers était mis à l'épreuve, et chacun savait qu'il suffirait d'une seule erreur pour que tout s'écroule. Pourtant, au milieu des doutes et des tensions, l'espoir persistait, celui qu'un véritable roi, guidé par la sagesse, pourrait restaurer l'harmonie avant qu'il ne soit trop tard. Sous les plafonds voûtés de la grande salle de Camelot, Mordred se tenait à l'écart, ses yeux perçants scrutant les chevaliers qui échangeaient des rires et des récits autour de la table ronde. Sa présence, bien que discrète, semblait enveloppée d'une ombre persistante. Jeune chevalier à l'élégance glaciale, il avait su se rendre indispensable en prouvant sa valeur sur le champ de bataille. Mais derrière ses manières impeccables se cachait une ambition dévorante. Mordred ne désirait pas seulement une place à la table ronde, il convoitait le trône de l'ogre. Fin observateur, il avait rapidement perçu les fissures dans l'unité de la table ronde. Les querelles entre Lancelot et Gauvin, le doute de certains chevaliers envers Arthur, et les murmures d'un amour interdit entre Lancelot et Guenièvre, tout cela était un terrain fertile pour ses manipulations. Un soir, il approcha Gauvin alors que ce dernier s'entraînait seul dans la cour. « Gauvin, dit-il d'une voix mielleuse, vous êtes l'un des chevaliers les plus valeureux de cette table. Pourtant, il semble que certains oublient votre importance. » Gauvin, essuyant la sueur de son front, répondit sèchement, « Parle clairement, Mordred. Je n'ai pas de temps pour des flatteries. » Mordred esquissa un sourire. « Très bien. Je dis simplement que Lancelot reçoit beaucoup trop d'attention. Un homme parfait, disent-ils. Mais la perfection est souvent une façade. Peut-être que quelqu'un devrait la briser. » Bien que Gauvin se méfiât de Mordred, ses paroles réveillèrent une frustration qu'il tentait de contenir depuis des mois. Mais le chevalier sombre ne se contenta pas de Gauvin. Il approcha également d'autres chevaliers, utilisant des paroles calculées pour semer des doutes. À Sir Cador, il murmura, « Arthur est un bon roi, mais peut-être trop idéaliste. Un royaume ne peut survivre que par la force. » À Perceval, il glissa, « Faites attention à ceux qui vous entourent. La loyauté est une vertu rare, même ici. » Peu à peu, ces mots, comme un poison insidieux, commencèrent à infecter les pensées des chevaliers. Mordred décida de frapper un grand coup. Il convoqua secrètement quelques chevaliers mécontents, jouant sur leurs ambitions et leurs frustrations. « Mes amis, dit-il, la table ronde est un idéal noble, mais il est fragile. Arthur, bien qu'un roi courageux, est trop aveuglé par ses rêves. Si nous ne réagissons pas, ce royaume sombrera dans le chaos. » Bien qu'aucun ne se déclarât ouvertement contre le roi, les murmures d'approbation montraient que la graine de la discorde avait pris racine.
profitant des tensions entre Lancelot et Gawain, Mordred élabora une intrigue pour déstabiliser davantage la table ronde. Une nuit, il fit circuler une rumeur, Lancelot avait été vu dans les appartements de la reine Guenièvre. Bien que l'information fût fausse, elle trouva un écho chez ceux qui doutaient déjà de Lancelot. Gawain, furieux, accusa Lancelot devant la table ronde. Lancelot, es-tu fidèle à Arthur ou trames-tu des choses dans l'ombre, lança-t-il, son ton chargé de colère. Lancelot, bien que blessé par l'accusation, garda son calme. Je n'ai jamais trahi Arthur, Gawain. Et toi, es-tu fidèle à notre serment ou à ton orgueil? La dispute faillit dégénérer en duel, mais Arthur intervint, exigeant le silence. Arthur, de plus en plus préoccupé par l'atmosphère à Camelot, convoqua Merlin pour demander conseil. La table ronde vacille, admit-il. Mes chevaliers ne se font plus confiance. Des tensions invisibles les opposent, et je crains que cela ne les brise. Merlin, son regard grave, répondit, une ombre plane sur Camelot, Arthur. Mordred, bien qu'il ne montre pas ses intentions, agit dans l'ombre. Méfie-toi de ceux qui parlent trop doucement. Arthur fronça les sourcils. Mordred? Mais il est loyal, il a prouvé sa valeur à maintes reprises. Merlin hocha lentement la tête. Même les plus beaux masques peuvent cacher des visages de trahison. Reste vigilant. Mordred, encouragé par la division croissante, intensifia ses efforts. Lors des réunions de la table ronde, il jouait le rôle du médiateur, apaisant les disputes tout en alimentant discrètement les désaccords. Ses actes ne passèrent pas totalement inaperçus. Perceval, bien que naïf, commença à remarquer les liens étranges entre les tensions croissantes et les interventions de Mordred. Un soir, il confia ses doutes à Gawain. Je ne suis pas certain, mais... il a une manière étrange de parler. Comme s'il semait des idées pour nous monter les uns contre les autres. Gawain, déjà influencé par Mordred, repoussa ses inquiétudes. Il est peut-être rusé, mais il n'est pas une menace. Lancelot, en revanche. L'apogée des machinations de Mordred arriva lorsque, lors d'un banquet, il suggéra à Arthur de prêter plus d'attention aux rumeurs qui circulaient. Mon roi, dit-il d'un ton mielleux, il est important de ne pas ignorer les murmures. Parfois, ils contiennent des vérités que nous préférons ne pas entendre. Ces paroles, bien que subtiles, eurent l'effet désiré. Arthur commença à douter, non seulement de certains chevaliers, mais de la solidité même de la table ronde. Ainsi, Mordred continua d'agir dans l'ombre, divisant la table ronde et semant les graines d'une trahison qui menaçait de détruire tout ce qu'Arthur avait construit. Mais le roi de l'ogre, bien qu'inquiet, restait résolu. Peu importe les ombres, se dit-il, tant que je tiens Excalibur et que je crois en la table ronde, ce royaume tiendra. Les jours à venir prouveraient que cette résolution serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Le soleil se couchait sur Camelot, projetant une lumière rouge sang sur les murs imposants de la citadelle. Dans la grande salle de la table ronde, une tempête de tension non résolue éclata en un cri furieux. Gawain, le visage sombre, se leva brusquement, sa voix tonnant à travers la pièce. Lancelot, assez de tes silences et de tes excuses voilées. Je t'accuse de trahison envers Arthur et envers la table ronde. Les chevaliers, surpris par l'intensité de l'accusation, murmurèrent entre eux. Lancelot, habituellement maître de lui-même, se leva lentement, ses yeux fixant Gawain avec une froideur inhabituelle. Tu m'accuses sans preuve, Gawain, répondit-il calmement, mais sa voix trahissait une colère sous-jacente. Ce que tu vois comme une trahison n'est que le reflet de ton propre orgueil. Gawain frappa la table du poing, faisant trembler les coupes et les chandeliers. Ne détourne pas mes paroles avec ta fausse sagesse. Je t'ai vu rôder dans l'ombre, parler avec des murmures. Et ce que j'ai vu entre toi et la reine. Un silence glacial tomba sur la salle. Les chevaliers regardèrent Arthur, dont le visage était figé,
une lueur de doute passant dans ses yeux. Lancelot, blessé par l'insinuation, serra les poings. Je n'ai rien fait qui puisse mettre en danger Arthur ou la table ronde. Mais si tu veux défendre ton honneur par l'épée, Gauvin, je ne reculerai pas. Gauvin dégaina son épée, la pointe dirigée vers Lancelot. Très bien. Ici et maintenant, prouve ta loyauté ou tombe comme le traître que tu es. Lancelot, sans hésiter, tira Excalibur, qui brillait d'une lumière éclatante. Je ne me bats pas pour satisfaire ton orgueil, Gauvin. Mais je me battrai pour défendre mon honneur et l'unité de cette table. Les autres chevaliers tentèrent d'intervenir. Perceval posa une main sur l'épaule de Gauvin. Ce n'est pas la solution, Gauvin. Un duel entre frères ne fera qu'aggraver les divisions. Mais Gauvin repoussa sa main. Il n'y a pas de fraternité avec un traître. Arthur, impuissant, regarda les deux hommes se diriger vers la cour extérieure, suivis de près par les chevaliers. La nuit tombante enveloppait Camelot d'une aura inquiétante, comme si même les cieux retenaient leur souffle. Le duel commença avec une intensité féroce. Lancelot, agile et précis, semblait danser autour des attaques brutales de Gauvin, dont la rage alimentait chaque coup. Les spectateurs restèrent silencieux, hypnotisés par l'affrontement. Merlin, observant depuis une fenêtre, murmura à lui-même, la table ronde vacille, et cette nuit pourrait sceller son destin. Malgré sa technique supérieure, Lancelot hésitait à porter un coup décisif. Gauvin, abandonne. Ce combat n'a pas de sens. Mais le chevalier, consumé par sa colère et son humiliation, répliqua, si tu refuses de te battre sérieusement, c'est que tu caches ta culpabilité. Avec un cri de défi, il attaqua avec une force redoublée. Lancelot, malgré lui, dut contrer sérieusement pour éviter d'être blessé. Au moment où Gauvin lançait une attaque puissante, Lancelot para avec Excalibur, provoquant une étincelle aveuglante. Arthur, incapable de rester spectateur, s'avança au milieu du champ de bataille. « Cela suffit », cria-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Les deux combattants s'arrêtèrent, haletants, leurs épées toujours levées. Arthur, les yeux emplis de tristesse, se tourna d'abord vers Gauvin. « Gauvin, ton impulsivité est une menace pour cette table. Tu laisses ton orgueil guider tes actions, et cela nous mène à la destruction. » Puis il se tourna vers Lancelot. « Et toi, Lancelot? Ton silence et tes secrets nourrissent les doutes et les divisions. Si tu veux servir cette table, tu dois prouver ta loyauté non par l'épée, mais par tes actes. » Les deux hommes baissèrent leurs armes, mais la tension dans l'air restait palpable. Arthur fit un geste vers le reste des chevaliers. « Écoutez-moi tous. La table ronde ne peut pas survivre à de telles querelles. Si nous nous battons entre nous, nous détruirons tout ce que nous avons construit. Je vous demande, en tant que frères, de mettre vos différends de côté. » Gauvin, bien que toujours en colère, finit par hocher la tête. « Pour le bien de l'ogre, je ferai un effort. Mais ne t'attends pas à ce que je lui accorde ma confiance aussi facilement. » Lancelot, quant à lui, s'agenouilla devant Arthur. « Mon roi, je n'ai jamais voulu causer de trouble. Je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour restaurer l'unité de cette table. » Malgré cette trêve apparente, les fissures dans l'unité de la table ronde étaient désormais visibles à tous. Certains chevaliers, autrefois sûrs de leur fraternité, commençaient à douter. Dans l'ombre, Mordred observait avec satisfaction. « La première pierre de la table a vacillé, » murmura-t-il. « Ce n'est qu'une question de temps avant que le reste ne s'effondre. » Plus tard dans la nuit, Arthur se confia à Merlin. « J'ai échoué, Merlin. Mon rêve d'unité est en train de s'effondrer. » Merlin posa une main rassurante sur son épaule. « Unité ne signifie pas absence de conflit, Arthur. C'est dans ces épreuves que la véritable force de la confrérie sera forgée. Mais souviens-toi,
même les rêves les plus nobles doivent être protégés contre ceux qui cherchent à les détruire. Ainsi, bien que le duel fût évité de justesse, ses conséquences continuèrent de résonner à Camelot. La table ronde, autrefois unie par un serment de fraternité, était désormais marquée par des fissures que seul le temps, ou une grande épreuve, pourrait réparer. La lueur froide de l'aube éclairait les tours de Camelot lorsque les éclaireurs apportèrent des nouvelles alarmantes. Une armée ennemie, massive et bien organisée, avançait vers les frontières de l'ogre. Le royaume faisait face à une invasion imminente, orchestrée par un seigneur étranger, Morgad de Mordren, avide de conquête et désireux de saper la renommée d'Arthur. Dans la salle de la table ronde, une tension palpable régnait. Les chevaliers, marqués par les divisions récentes, échangeaient des regards lourds de méfiance. Arthur, pourtant, se tenait au centre de la table, la tête haute, Excalibur à son côté, prêt à rallier ses hommes. Arthur se leva, posant ses mains sur la table circulaire. « Chevalier de la table ronde », commença-t-il, sa voix empreinte de gravité, « notre royaume est en danger. Une armée approche, non seulement pour conquérir nos terres, mais pour détruire tout ce que nous avons construit ici. » Il laissa ces mots résonner un instant avant de poursuivre. Oui, des tensions nous divisent. Oui, des erreurs ont été commises. Mais si nous laissons ces querelles guider nos actions, nous signerons la fin de l'ogre. Je vous demande aujourd'hui de mettre de côté vos différends, non pour moi, mais pour ce royaume, pour notre peuple, et pour l'idéal que cette table représente. Les chevaliers échangèrent des regards hésitants. Gauvin, après un moment de silence, se leva le premier. « Mon roi, dit-il, mes querelles avec Lancelot m'ont aveuglé. Mais face à cette menace, je ne me battrai pas pour moi-même, mais pour l'ogre. Vous avez mon épée. » Lancelot, ému par ces paroles, se leva à son tour. « Et vous avez la mienne. » Un par un, les chevaliers firent serment de combattre ensemble, leur loyauté renouvelée. Arthur, avec l'aide de Merlin, élabora une stratégie audacieuse. L'armée ennemie, bien que supérieure en nombre, pouvait être affaiblie par des embuscades et des attaques ciblées. « Nous devons frapper vite et fort, » expliqua Lancelot. « Si nous parvenons à diviser leurs forces, nous aurons une chance. » Gauvin, autrefois en désaccord avec Lancelot, approuva cette fois. « Je mènerai l'embuscade sur leur flanc droit. Perceval et moi sommes prêts. » Arthur assigna à chaque chevalier un rôle crucial, s'assurant que tous se sentaient impliqués dans la défense du royaume. Lorsque l'armée de Morgad atteignit les plaines de l'ogre, elle trouva un ennemi prêt à défendre chaque centimètre de terre. Les chevaliers de la table ronde, bien que peu nombreux, frappèrent avec une coordination et une férocité qui surprirent l'envahisseur. Lancelot, menant une charge au centre, s'illustra par son habileté et sa bravoure, tenant la ligne contre des forces supérieures. Gauvin, fidèle à sa promesse, mena une embuscade brillante qui força l'ennemi à se diviser. Arthur, brandissant Excalibur, combattit à l'avant-garde, inspirant ses hommes par son courage inébranlable. Alors que la bataille atteignait son apogée, un moment critique survint, Morgad envoya sa cavalerie pour tenter de briser les lignes d'Arthur. C'est à ce moment que Perceval, autrefois le plus jeune et le moins expérimenté des chevaliers, se leva pour prouver sa valeur. Menant un groupe de chevaliers, il intercepta la cavalerie ennemie, tenant la ligne avec une détermination incroyable jusqu'à ce que les renforts arrivent. « Pour l'ogre » cria Perceval, son cri résonnant comme un rappel du serment de fraternité. Alors que le soleil se couchait, la bataille toucha à sa fin. L'armée ennemie, désorganisée et décimée, battit en retraite. Les plaines, bien que marquées par le combat, restaient sous le contrôle de l'ogre. Arthur, debout au milieu des chevaliers, regarda le champ de bataille avec un mélange de fierté et de tristesse. « Cette victoire n'est pas la mienne, » déclara-t-il. « Elle est celle de tous ceux qui ont mis de côté leurs différences pour protéger ce royaume. C'est ainsi que nous devons toujours combattre, unis. » De retour à Camelot,
Arthur convoqua ses chevaliers dans la grande salle. Aujourd'hui, dit-il, vous avez prouvé que la table ronde est plus qu'un idéal. Vous avez montré que même dans la discorde, nous pouvons trouver l'harmonie lorsque nous nous battons pour un objectif commun. Mais souvenez-vous, cette unité doit être cultivée chaque jour. Les chevaliers, bien que fatigués, levèrent leur coupe en signe de renouvellement de leur serment. Plus tard, alors qu'Arthur et Merlin marchaient seuls dans les jardins, le roi se tourna vers son conseiller. « Penses-tu que cette bataille a renforcé la table ronde ?» demanda Arthur. Merlin, avec un sourire énigmatique, répondit, « La bataille a révélé ce que la table ronde est capable d'accomplir. Mais les fissures sont toujours là, Arthur. L'unité n'est pas une destination, c'est un voyage. Continue de les guider, et ils te suivront. » Ainsi, la table ronde sortit victorieuse de cette tourmente, mais pas sans cicatrices. Les tensions qui l'avaient divisée n'étaient pas complètement apaisées, mais un espoir renouvelé naquit dans le cœur de chacun. Arthur, bien qu'éprouvé, sentit que cette victoire, fragile mais réelle, était un pas de plus vers le royaume de justice et de paix qu'il rêvait de bâtir. Et tandis que la lune montait dans le ciel de l'ogre, la lumière d'Excalibur semblait briller un peu plus fort, comme un rappel de la force qui réside dans l'unité, même face aux plus grandes épreuves. Merci d'avoir suivi cette aventure. Mais ce n'est que le début. Arthur a encore bien des défis à relever. Rendez-vous samedi prochain à 20 h pour découvrir la suite de ces incroyables péripéties. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire. À très vite.